Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument central en philosophie, la raison. C'est l'outil qui, a priori, nous permet de penser le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, raisonner? Est-ce que c'est juste une affaire de calcul ou est-ce que ça va bien au-delà? Pour nous lancer, partons d'une question très moderne. Une machine, une intelligence artificielle, peut-elle apprendre à raisonner? Cette question nous pousse directement au cœur du problème. Si raisonner, c'est juste enchaîner des opérations logiques, alors oui, une machine peut le faire et sans doute mieux que nous. Mais si c'est autre chose, quelque chose de plus, eh bien c'est toute la question qu'on va explorer ensemble. Et voici notre plan de vol. On va commencer par définir ce qu'est la raison, ensuite on verra son rôle crucial dans la science, puis on se penchera sur son application dans nos choix moraux. On explorera aussi ses limites, pour finir sur la question essentielle. Comment cultiver sa propre raison? Alors, commençons par le commencement. En philosophie, la première chose à faire, c'est toujours de clarifier les mots qu'on utilise. C'est la base pour éviter de tout mélanger. Pour bien cerner la raison, il faut faire une distinction fondamentale qu'on doit notamment au philosophe Emmanuel Kant. Il faut séparer le rationnel du raisonnable. Le rationnel, c'est la pure logique, la cohérence d'un discours, comme dans les maths, par exemple. Le raisonnable, c'est autre chose. C'est la capacité à appliquer un savoir de manière juste, adaptée et pertinente dans le monde réel, dans nos actions. On peut être très rationnel, mais pas du tout raisonnable. Et c'est là que ça devient intéressant. Maintenant qu'on a cette distinction en tête, voyons comment cette faculté a littéralement bouleversé la science et notre façon de comprendre le monde qui nous entoure. Cette citation de Kant est absolument géniale. Ce qu'il nous dit, c'est que la raison scientifique n'est pas une simple spectatrice passive qui se contente d'observer la nature. Pas du tout. Elle est un juge qui arrive au tribunal avec un plan bien précis, avec des questions, et qui va forcer la nature à lui répondre. Et là, on voit très clairement se dessiner ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique. La raison ne fait pas que regarder, elle est proactive. D'abord, elle formule une hypothèse. Ensuite, elle imagine un dispositif, une expérience pour tester cette hypothèse. Et enfin, elle met la nature à l'épreuve pour la forcer à lui donner des réponses. L'exemple de Galilée est parfait pour illustrer ça. Quand il fait rouler des boules sur un plan incliné, il n'est pas juste en train de s'amuser. Non, il est en train de poser une question très précise à la nature. Une question qui découle de son hypothèse rationnelle sur l'accélération. Il met la nature au défi de confirmer ou d'infirmer sa théorie. D'accord. La raison, c'est crucial pour la connaissance. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle est aussi censée nous guider dans nos actions. Et c'est là que les choses se compliquent, surtout en morale et en politique. C'est le sociologue Max Weber qui a brillamment mis en lumière ce conflit. Il nous montre qu'en politique, on est souvent tiraillé entre deux logiques, deux éthiques qui sont toutes les deux rationnelles, mais qui sont radicalement opposées. C'est un vrai dilemme. Regardons ce dilemme de plus près. D'un côté, on a l'éthique de la conviction. Là, l'idée, c'est d'agir en accord avec ses principes, ses valeurs, peu importe les conséquences. Si ça se passe mal, on dira que c'est la faute du monde, pas la sienne. De l'autre côté, on a l'éthique de la responsabilité. Ici, la logique est inverse. On doit avant tout penser aux conséquences concrètes de ses actes. Et si ça échoue, eh bien, c'est à nous d'en assumer la responsabilité. Alors que faire? Weber nous dit que le but n'est pas de choisir l'une contre l'autre. Un acteur politique vraiment mature, un homme authentique comme il dit, doit savoir jongler avec les deux. Il doit avoir des convictions fortes, mais aussi accepter de se salir les mains et d'assumer les conséquences de ses choix. On voit bien ici que la raison en action, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple calcul. On l'a vu, la raison est un outil puissant. Mais comme tout outil, elle peut être détournée. Elle peut même servir à justifier l'injustifiable. Il est donc absolument vital de comprendre aussi ses limites et ses dangers. Pour ça, le philosophe Erich Fromm nous propose une distinction très éclairante entre deux formes d'autorité. Il montre qu'une même structure hiérarchique peut en réalité cacher des logiques radicalement différentes. L'une peut viser l'épanouissement de tous, l'autre, l'exploitation pure et simple. Pour que ce soit limpide, prenons deux exemples. L'autorité rationnelle, c'est la relation entre un enseignant et son élève. Le but de l'enseignant, son succès, c'est la réussite de l'élève. Leurs intérêts convergent. À l'opposé, l'autorité irrationnelle, c'est la relation maître-esclave. Là, les intérêts sont antagonistes. Le succès du maître se construit sur l'exploitation de l'esclave. La raison peut donc être mise au service de l'une comme de l'autre. Bon, on a vu ce que la raison peut faire, comment elle fonctionne et comment elle peut aussi dérailler. On arrive maintenant à la dernière étape, qui est peut-être la plus importante. Comment faire pour cultiver cette raison, pour la rendre vivante en nous-mêmes? C'est le philosophe des sciences Gaston Bachelard qui nous met sur la voie. Il nous dit une chose fondamentale. Penser, ce n'est pas avoir des opinions. Au contraire, la pensée rationnelle commence là où l'on décide de remettre en question ses propres opinions, ses préjugés, tout ce qu'on croit savoir sans l'avoir jamais vraiment examiné. Penser, c'est d'abord un acte de rupture.
Alors, si on fait le bilan de notre parcours, on a vu que la raison est un outil pour connaître le monde, comme le montre Kant. C'est aussi un guide pour agir de manière responsable, comme l'explique Weber. Elle doit aussi rester en alerte critique face aux dérives de l'autorité, comme le souligne Fromm. Et enfin, elle exige de nous un effort constant pour nous arracher à la facilité de l'opinion, comme nous le rappelle Bachelard. Tout ceci nous montre que la raison, ce n'est vraiment pas qu'une simple machine à calculer. C'est une faculté complexe qui nous permet d'interroger la nature, de peser nos responsabilités et de critiquer le pouvoir. Alors, pour revenir à notre question de départ, est-ce qu'une machine peut faire tout ça? La question reste ouverte. Mais la vraie question, la plus importante, c'est peut-être celle-ci. La raison est un instrument. Comment, chacun et chacune d'entre nous, allons-nous nous en servir? Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à le faire savoir avec un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt!